France Info. Si l'annonce du laboratoire Pfizer se confirme, si le vaccin mis au point pour le géant américain avec l'allemand BioNTech est bien efficace contre la Covid-19, alors la recherche aurait été au même rythme que la propagation de l'épidémie. On ne serait jamais allé aussi vite pour contrer un virus. Voilà pourquoi il faut rester prudent. Tous les spécialistes le disent après cette annonce qui, évidemment, résonne dans le monde entier, suscite un espoir et fait flamber toutes les places boursières. Ce qui frappe les esprits, bien évidemment, c'est ce chiffre. Les résultats préliminaires de ces essais à grande échelle montrent que le vaccin réduit de 90% le risque de tomber malade. Bonjour Olivier Aymon. Bonjour. Chiffre qu'il convient peut-être, avant tout débat, de nuancer, d'expliquer. Oui, forcément. Alors 90%, évidemment, on serait très heureux que ça reste à ce niveau-là. Mais pour l'instant, ce que Pfizer a publié, ce sont des résultats partiels, très récents, qui ne concernent en fait qu'une partie des personnes qui ont été incluses dans cet essai, qui comprenait 40 000 personnes avec deux groupes. C'est ce qu'on appelle un essai en double aveugle. Une partie qui reçoit véritablement le vaccin, une autre qui ne reçoit qu'un placebo. Évidemment, personne ne sait ce qu'il reçoit, pour ne pas qu'il y ait de biais méthodologiques. Et donc, on arrive au final sur une partie de ces données à 90% des personnes qui seraient protégées. Mais en fait, il y a une vraie question sur derrière ça, l'efficacité vaccinale. Quand on dit 90%, qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce que les personnes qui sont protégées le sont totalement? Est-ce qu'elles ont développé ce qu'on appelle une efficacité stérilisante, c'est-à-dire qu'elles n'ont eu aucun symptôme? Et en plus qu'elle ne serait plus contagieuse, ce qui évidemment en termes d'épidémie serait important. Ou bien est-ce qu'on parle d'une efficacité qui ne serait que partielle, qui empêcherait par exemple de développer certains symptômes, ce qui serait déjà ça par exemple si c'était uniquement les symptômes les plus graves. Et puis un deuxième point dans cette étude sur lequel on n'a pas encore de véritables données, c'est combien de temps va durer cette efficacité. Là l'étude elle publie des données sur des patients qui ont été testés, regardés une semaine après avoir reçu la deuxième injection et en gros 3 semaines après avoir reçu la première. C'est très très tôt après le moment où ils ont reçu véritablement le vaccin. Donc est-ce qu'ensuite cette efficacité va durer? Est-ce qu'on reste protégé 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois après? Ça pour l'instant on ne le sait pas. Voilà, et tout ça, tout ce qu'on ne sait pas, il fallait le dire avant de poser le débat avec nos Exactement. invités que je vous présente. Bonjour Pauline Landex. Bonjour, bonjour. Vous êtes de l'Observatoire de la transparence des médicaments et bonjour à vous également Philippe Charlier. Bonjour. Médecin, anthropologue, vous avez par vos études la mémoire assez longue des épidémies de recherche de vaccins. On est frappé, je le disais tout à l'heure, par la rapidité avec laquelle des labos disent « ça y est, on est peut-être prêt, on va trop vite ». Trop vite, c'est difficile à dire. En tout cas, c'est l'histoire qui le dira et c'est l'épidémiologie. En tout cas, développer un vaccin de façon aussi rapide que ça n'avait jamais été le cas auparavant. Mais c'est quand même un nouveau vaccin, ce qu'on appelle un vaccin à ARN messager. C'est complètement différent de ce que faisait Pasteur ou Jenner pour les périodes plus anciennes. Il faut quand même rappeler que les plus anciens vaccins, ils datent, ou au moins les protections contre les maladies en utilisant des petits bouts, pour faire très simple, de maladies inactivées ou affaiblies, ça date au moins du XVIe siècle en Chine. C'est arrivé ensuite en Occident au XVIIIe siècle. Et c'est surtout sur impulsion de Pasteur, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, que ça a véritablement pris son envol. Donc la médecine fait des progrès, la recherche fait des progrès. C'est pour ça qu'on va plus vite pour dire que peut-être on a un vaccin, ou c'est aussi le côté compétition mondiale absolue et peut-être unique? Les deux, mon général. Indéniablement, il y a un caractère commercial, il y a un caractère également de santé publique à l'échelle mondiale. Pasteur, lui, se battait pour le commerce français, pour l'industrie, que ce soit pour les éleveurs d'ovins, de caprins, également pour l'industrie de la soie, pour la bière, la levure, etc. Il se battait aussi pour les populations civiles, pour protéger les Français et les Européens, et ensuite les colonies, par ordre d'importance pour lui. Et bien maintenant, on se bat à l'échelle d'une planète tout entière pour une maladie qui d'emblée est mondiale. On a vu le rythme de propagation de la Covid-19, c'est extrêmement rapide, extrêmement contagieux. Donc il faut réagir vite. Et on a vu qu'il y a eu une dizaine, je crois, d'essais en cours. La Chine, notamment la Russie, qui avait dit aussi qu'elle avait un vaccin fiable, mais beaucoup d'interrogations là-dessus. Pauline Landex, je me tourne vers vous à présent. On a bien compris, avec ce que nous disait Olivier Aymon, on n'est absolument pas dans un stade de commercialisation, de mise sur le marché. Non, absolument, on n'est pas encore à ce stade-là. Et puis par ailleurs, les mots qui ont été employés en introduction tout à l'heure pour décrire les doutes qui restent encore sur le vaccin suite à l'annonce de Pfizer d'hier sont essentiels. C'est-à-dire que l'efficacité, ce n'est pas binaire. Donc il va falloir impérativement savoir ce qui se cache derrière ces 90% d'efficacité, voir si ça répond bien aux enjeux de santé publique. Et ça, malheureusement, on ne le saura
que lorsqu'on aura accès aux résultats, à l'ensemble des résultats, que ces résultats seront revus par des comités d'experts indépendants, par les agences sanitaires aux États-Unis et dans d'autres pays, et ainsi que par des comités indépendants. Mais alors pour ça, juste Pauline Lambex, excusez-moi, je vous coupe juste une seconde. Pour ça, est-ce que ça réclame de nouveaux essais de la part de Pfizer ou une mise en commun, une mise publique plus claire de ce qu'ils ont fait pour que des autorités indépendantes puissent dire oui, c'est valide ou c'est pas valide? Alors, il faut qu'il y ait une revue de ce qui a déjà été fait. Ça, c'est essentiel. Et vous parlez de mise en commun, ça également, c'est essentiel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, vous parliez d'une dizaine de développeurs qui ont des essais aujourd'hui sur des vaccins du Covid qui sont en phase 3. Il y en a environ 11 à l'heure actuelle. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas accès au protocole de recherche. C'est-à-dire qu'une dizaine d'essais sont menés en parallèle, donc sont entrés en phase 3, mais on ne sait pas exactement quelles sont les questions de recherche que tentent de répondre ces essais. Or, ces protocoles de recherche sont essentiels pour savoir quels sont les outils vaccinaux qu'on essaye de développer. Et ça, c'est essentiel pour avoir développé des outils complémentaires. Parce que voilà les limites de la concurrence dans cette course au vaccin, c'est qu'on a un certain nombre de développeurs qui développent en parallèle des outils sans trop savoir ce que l'autre est en train de développer. On gagnerait peut-être en efficacité s'il y avait plus de transparence, plus de coordination entre les États et les gouvernements pour développer une palette d'outils complémentaires et efficaces. Un mot, Olivier Hémon. Oui, on n'a pas en fait d'unicité, d'uniformité dans les protocoles utilisés, ce qui veut dire que quand on va avoir, et espérons-le, un certain nombre de résultats définitifs avec des entreprises qui diront nous on a un vaccin qui fonctionne et qui fonctionne comme ça. Ça veut dire que les autorités sanitaires et les comités indépendants qui vont devoir revoir véritablement ce qui a été produit, est-ce qu'il n'y a pas de biais méthodologiques, etc. Ils vont avoir du mal à comparer les différents vaccins qui sont proposés. Sans doute on se retrouvera à un moment avec plusieurs vaccins sur le marché parce que l'un on se dira lui il fonctionne peut-être plus pour éviter les symptômes les plus graves, celui-là il a l'air de marcher au sens large, etc. Ouais, donc ça ne sera pas forcément un vaccin pour le monde entier. En fait, on va continuer à faire de la recherche tout en vaccinant. Et peut-être que dans un an, on se dira, je dis n'importe quoi, sur les 5 vaccins qui sont disponibles, finalement, celui qui marche, il n'y en a qu'un. Et on abandonnera sans doute les autres. Un des enjeux, Philippe Charlier, il est évidemment sanitaire, l'essentiel, ce virus dans le monde entier. L'aspect commercial, mais peut-être l'aspect politique, parce qu'il y a des États qui ont mis beaucoup d'argent pour financer ces laboratoires. Et bien entendu, pour ne citer que les États-Unis, veulent être les premiers à dire c'est le nôtre qui est le bon. C'est évident, ça aussi. Depuis le départ, la course au vaccin, c'est une course à la fois au prestige scientifique des États, mais également à celui qui sera le premier à remporter la mise et à dire « je suis le sauveur du monde, je suis celui qui peut permettre de guérir, etc. » Évidemment, il y a une face sombre qui est celui du vaccin qui ne doit pas se retourner et être potentiellement dangereux. C'est ce que montre, comme vient de le dire mon collègue, les phases 4, c'est-à-dire une fois que le vaccin est mis sur le marché, on évalue son efficacité et évidemment les effets secondaires. Mais oui, le vaccin est une arme évidemment contre les épidémies, mais c'est aussi une arme politique et c'est à qui va développer le premier. On a entendu parler du vaccin russe, il y a le vaccin chinois et même les pays qui testent les vaccins. Le fait que le vaccin chinois, par exemple, ait été testé par le Brésil n'est pas anodin. Ce sont des alliances politiques, ce sont des alliances commerciales également et c'est bien plus qu'une simple création biologique ou scientifique. D'ailleurs, vous évoquez le vaccin chinois au Brésil avec un cas grave détecté hier, ce qui remet en cause peut-être ce vaccin. On peut du coup se poser la question, est-ce qu'on ne va pas aller trop vite sur la mise sur le marché d'une manière ou d'une autre? Vous restez bien entendu. On poursuit la conversation après le fil info de 13h50. Virginie Lebrun. Un conseil de défense consacré à la crise du Covid-19 se tiendra jeudi matin à l'Elysée. Le Premier ministre prendra, lui, la parole dans la soirée de jeudi. Tout à l'heure, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a indiqué à l'issue du Conseil des ministres qu'il était sans doute trop tôt pour envisager un assouplissement des mesures sanitaires actuelles. Bref, la réouverture des petits commerces ne semble toujours pas à l'ordre du jour. Alors que beaucoup de magasins sont donc contraints de garder porte close, la Commission européenne annonce aujourd'hui l'ouverture d'une procédure formelle contre Amazon. Bruxelles accuse le géant américain de vente en ligne d'avoir enfreint les règles européennes de concurrence. Les enseignants appelés à la grève sanitaire aujourd'hui, mouvement suivi par 45% des professeurs au collège, 20% au primaire selon les chiffres du syndicat SNES-FSU. Mais le ministère de l'Éducation avance lui seulement 10% de grévistes dans le secondaire et moins de 9% dans le primaire. Les collèges demandent notamment à bénéficier des mêmes aménagements sanitaires que ceux mis en place dans les lycées qui peuvent, par exemple, fonctionner en demi-groupe d'élèves
pour limiter les brassages. Près de Bordeaux, un enfant de 3 ans scolarisé en maternelle à Floirac est mort d'une méningite à méningocoque. Une autre enfant de la même classe est actuellement hospitalisée. Une quarantaine d'enfants considérés comme cas contact ont reçu un traitement antibiotique préventif de 48 heures. Enfin, il était le principal négociateur palestinien. Saeb Erakat est mort. Il avait 65 ans. Il a succombé au Covid-19. Son décès est une perte immense, a dit ce matin Mahmoud Abbas, le président palestinien. France Info. Et nous sommes toujours avec le médecin et anthropologue Philippe Charlier, avec Pauline Londex de l'Observatoire de la transparence des politiques du médicament pour commenter cette annonce qui a fait le tour du monde instantanément. La première piste peut-être sérieuse d'un vaccin anti-Covid. Vous nous disiez, Pauline Londex, à quel point ce qui était essentiel et qui est peut-être pas la réalité, c'était le partage entre les différents laboratoires, entre les différents pays pour la fiabilité de ces vaccins. Néanmoins, on le voit d'ores et déjà, l'Union européenne, par exemple, parle de stock de 300 millions de ce vaccin du laboratoire Pfizer. Mais a-t-on vraiment le choix de ne pas se précipiter ? En fait, je pense que la question, c'est vraiment pas uniquement la question de la fiabilité, parce que les agences du médicament doivent de toute façon, dans un second temps, valider, revoir les essais cliniques, valider l'essai et donc résoudre ces questions de fiabilité, etc. Le problème, c'est que aujourd'hui, alors que les premières recherches sur le vaccin ont commencé il y a maintenant presque un an, un petit peu moins, mais presque un an, on n'a pas de coordination, de réflexion stratégique commune d'un comité indépendant qui pourrait, par exemple, se dire voilà, on voudrait développer dans l'idéal une dizaine de vaccins. Celui-ci ciblera telle piste. Tel autre répondra à tel enjeu, par exemple réduire les formes sévères ou réduire la transmission. Voilà, en fait, on aurait besoin d'une coordination en amont, c'est-à-dire pas au moment de la mise sur le marché, pas au moment de l'achat et de la production des doses, mais bien avant. Et ça serait, c'est l'OMS. C'est l'OMS, cette coordination. Il n'y a que ça. On ne voit que l'Organisation mondiale de la santé pour le faire. Alors, on pourrait imaginer que ce soit l'OMS, mais l'OMS ne fait pas ce travail-là, ce n'est pas dans les missions de l'OMS. Ça pourrait le devenir, mais on voit bien qu'il faut se rappeler quand même de la situation dans laquelle s'est trouvée l'OMS en février et mars, quand les États-Unis ont déclaré vouloir se retirer de l'Organisation mondiale de la santé et ne vouloir plus financer l'OMS. Donc l'OMS a été fragilisée à ce moment-là et notamment s'est retrouvée dans une situation assez complexe. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, on voyait mal l'OMS prendre cette position essentielle. En revanche, on a besoin, alors je ne sais pas de quel acteur ça peut venir, mais on a vraiment besoin qu'il y ait une coordination. Et même par exemple au niveau français, y a-t-il cette réflexion quelque part au niveau de l'État sur quels sont les outils, parce qu'il faut rappeler quand même qu'il y a des financements très importants, des financements publics très importants. Le financement, par exemple, de ce vaccin Pfizer BioNTech a été financé à hauteur de 375 millions par l'Allemagne et par le gouvernement allemand et par 100 millions par la Banque européenne d'investissement. Donc il y a déjà de l'argent européen qui a été investi sur ce vaccin. Il faut que nos États et la France notamment sachent et posent des conditions dans l'argent public qui est donné aux firmes pharmaceutiques pour savoir précisément quels sont les outils que l'on veut et quels sont les outils qui sont développés. Philippe Charlier, il y a une logique dans tout ce qu'on vient d'entendre, parce que vous l'avez dit vous-même, on est peut-être dans la première épidémie de la mondialisation, aussi rapide, aussi large, et en même temps, dans la lutte contre l'épidémie, on est un peu chacun dans son coin encore. Et oui, c'est là, je suis d'accord avec ma collègue, c'est là que l'OMS, normalement, devrait jouer un rôle. C'est exactement dans son spectre d'activité, sauf que les distensions entre les États, le retrait catastrophique des États-Unis, mais peut-être que la victoire de Joe Biden permettrait un retour des États-Unis d'Amérique dans le... Il a déjà beaucoup sur les épaules, Joe Biden. Oui, ce pauvre, il aura beaucoup à faire, en effet, dans les 4 Mais je vous en prie, continuez. Mais en tout cas, peut-être que ça permettrait déjà le fait qu'il ait créé cette task force, cette force de frappe, on va dire, autour de la lutte contre la Covid et peut-être son implication vis-à-vis de Pfizer. En tout cas, on a besoin d'une autorité morale, scientifique et surtout sans aucun conflit d'intérêts qui soit au-dessus des États et qui gère, qui organise et qui régule tout simplement ces différentes recherches. Que ça ne soit pas que simplement de politique et d'économique, mais qu'il y ait aussi on a besoin d'organiser la recherche, sinon elle va un peu dans tous les sens et ça serait dommage que plusieurs laboratoires fassent des recherches de façon indépendante qui sont semblables et du coup
perdent un peu leur force et gaspillent leur temps. Le temps, c'est pas que de l'argent, le temps, ce sont des vies. Et l'enjeu, il est sanitaire également, parce que le feu vert incontestable pour un vaccin, ça rend aussi plus acceptable. On sait très bien qu'une fois qu'il sera disponible, il y aura la question des anti-vaccins, d'où il vient, qui le met. Alors en France, on a déjà le débat, faut-il rendre obligatoire? Mais au-delà de ça, c'est une autorité incontestable, c'est beaucoup plus simple ce travail-là. Bien sûr, c'est beaucoup plus simple. Alors, il y a des autorités qui sont le CDC, par exemple, aux États-Unis, qui sont des autorités morales et qui ont quasiment une aura mondiale, en l'occurrence, et qui influent énormément sur d'autres États ou d'autres communautés. L'Europe, par exemple, et si de telles organisations mettent une autorisation de mise sur le marché, vraisemblablement, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux pour le produit. Mais oui, il va falloir faire passer la pilule. Quand on voit que la France est maintenant en queue de peloton pour l'acceptation des vaccins, alors que oui, nous sommes la nation de Pasteur et nous sommes une nation qui normalement se veut scientifique, éduquée, intelligente, on a du mal à comprendre ce revirement et cette défiance quasiment systématique face à chaque avancée scientifique, à commencer par les vaccins. Il va falloir reconquérir les Français, les Européens et même une partie importante de la population mondiale pour leur faire accepter le bien fondé et l'innocuité d'un vaccin et surtout son bénéfice immédiat. Ces enjeux, ils sont pas minces. On aura le temps d'en reparler sur France Info. Merci infiniment, en tous les cas, à tous les deux. Pauline Londex, cofondatrice de l'Observatoire de la transparence des politiques du médicament. Philippe Charlier, médecin, anthropologue. Et Olivier Aymon, bien entendu, chef du service sciences santé de France Info. La météo, c'est aussi de la